Comment on s'adapte à une nouvelle réglementation quand on passe, par exemple ici, du LMPA au LMH et LMDH? Comment la réglementation, comment on retravaille sur une nouvelle voiture, j'ai envie de dire? Alors, avant de travailler sur la nouvelle voiture, il faut définir les réglementations. Et là, on essaye vraiment chez Toyota d'être très actif, c'est-à-dire de toujours orienter les réglementations toujours orienter, oui, dans les directions qui vont correspondre déjà à la stratégie de Toyota. Qu'est-ce que Toyota attend du sport automobile? Ça, c'est le côté, je dirais, extrêmement vertueux, puisqu'en fait, on veut que le sport automobile profite bien sûr à Toyota, mais à la société au sens large. Puis après, il y a le côté un peu plus pragmatique, où on essaye toujours d'orienter les réglementations vers les domaines où on pense avoir un avantage par rapport aux autres. Alors la genèse de la réglementation hypercar, elle est très compliquée. Parce qu'en fait, elle est partie, la genèse de l'hypercar vient de l'échec du LMP1. Le LMP1 était une catégorie extraordinaire en termes de réglementation, mais malheureusement, des gens comme Audi et Porsche ont tellement dépensé qu'ils ont tué la catégorie. C'est-à-dire le LMP1 autorisait des dépenses assez folles parce qu'en fait, il n'y avait aucune limite de technologie. Donc, Audi était là, avec un énorme budget, Porsche est arrivé avec presque le double, et au bout de 3 ans pour Porsche, ils se sont dit que c'était trop cher et ils sont partis, et ça a tué le LMP1. Donc, la réflexion de l'ACO, donc les promoteurs du Mans, et la FIA était bon. Il faut une nouvelle réglementation qui évite ce genre d'écueil. L'écueil a été la dérive des budgets, donc on va faire une réglementation qui auto-limite les budgets. Alors l'histoire est très très longue, parce qu'en fait il y a eu un premier step qui était, je dirais, à peu près correct, où la réglementation fixait des fenêtres de performance, mais gardait une certaine liberté dans ces fenêtres de performance-là. Les fenêtres de performance, donc c'était en aéro, il y avait des chiffres, enfin, les voitures devaient être encadrées par des chiffres d'efficacité. Il y avait la puissance moteur, où effectivement il y avait une fenêtre également de puissance moteur, le poids, ainsi de suite. Et cette réglementation a été validée en décembre 2018, donc là on a commencé à développer. Et en février 2019, Ferrari, Porsche, Aston Martin, McLaren, Peugeot, ils sont allés voir la CO et la FIA et leur a dit « Désolé, on ne va pas se battre contre Toyota avec cette réglementation-là parce qu'elle laisse encore trop de liberté. On veut de la balance de performance. » Donc en fait, tous ces constructeurs-là ont refusé, après réflexion, de s'engager dans une compétition contre nous, qui étions déjà, je dirais, la référence, même si on n'avait pas encore gagné le Mans à l'époque. Et tous ces constructeurs-là, alors ça, l'histoire, elle est quand même étonnante, hein, mais Ferrari, Porsche ont demandé à avoir une balance de performance pour lutter contre Toyota. Et ils ont obtenu une balance de performance. Et ça, c'est un peu dramatique parce que ça tue une partie, je dirais, de la dynamique sportive d'une catégorie. Donc, changement de direction, refonte du règlement, je dirais, en anglais on dit detuning, les mots ne viennent plus en français pour ce genre d'activité. Donc l'ambition technologique a été dégradée partout. En partant d'une réglementation LMP1 qui vraiment générait de la recherche vertueuse, y compris pour la société au sens large, on est passé à une catégorie hypercar où la technologie est obsolète. Il ne faut pas se voiler la face. Les systèmes hybrides sont d'un niveau inférieur au LMP1. Les moteurs ont une efficacité inférieure au LMP1. L'aéro, en LMP1, on avait, alors ça ne dit rien, mais on avait un niveau d'efficacité qui était à 6,5, 6,8, c'est-à-dire au niveau F1 en fait. Là maintenant, en hypercar, l'efficacité aéro c'est 4. Donc on n'est pas du tout au même niveau, mais c'est vrai que cette approche-là a réduit les coûts, très clairement, et la balance de performance a donné l'illusion à tout le monde qu'il pouvait venir et qu'il serait compétitif. Et en fait, le succès de l'hypercar actuel, il est basé, je dirais, en tant que pur racer, pour ce qui me concerne, il est basé sur de mauvaises raisons. Pourquoi autant de constructeurs sont là en hypercar?
c'est parce que le promoteur leur a vendu, vous venez et la réglementation vous rendra compétitif, vous venez et on va vous faire gagner des courses. Et c'est pour ça qu'il y a eu un tel succès, malheureusement. Malheureusement. Mais bon, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Le succès est là, il y a de belles voitures sur la piste, mais malheureusement, l'arrière-plan, c'est cette balance de performance qui fait que si quelqu'un n'est pas bon, eh ben on l'aide, si quelqu'un est trop bon, on le pénalise, et c'est ça qui fait qu'il y a des courses un peu disputées. Oui, et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi le LMH, donc Le Mans Hypercar, et pas le LMDH, qui est Alors l'acronyme de Le Mans le LMH Daytona a juste Hypercar? été créé plus tôt. C'est-à-dire en fait, quand Porsche, Ferrari, McLaren ont fait un coup d'État sur la réglementation pour la remettre à plat, la deuxième version de la réglementation, c'était la réglementation LMH, parce qu'à l'époque, l'IMSA était présent, mais ils étaient spectateurs et ils développaient leur réglementation LMDH dans leur coin. Donc le LMH est la réglementation qui a été mise en place en premier, et nous étions vraiment ceux qui attendaient la réglementation pour commencer à travailler. Donc on a tout de suite commencé à mettre en place une voiture qui était une 4 roues motrices, et parce qu'on voulait être en 4 roues motrices, et il n'y avait que le LMH qui offrait ça. Et nous, notre voiture, elle a commencé à rouler fin 2020, début 2021. On a commencé le développement en 2019, et on était prêt à rouler en 2020. Il n'existait rien côté LMDH. Et le Covid, en fait, a accéléré les choses. Quand le Covid est arrivé, les promoteurs du WEC et de l'IMSA ont pris peur d'une certaine mesure, ont été inquiets tout d'un coup de l'avenir des deux catégories. Ils se sont dit, pour être plus fort dans la situation actuelle, il faut que l'on converge. Et c'est de là qu'est venue la convergence, où on a essayé tant bien que mal d'aligner et de faire courir ensemble les deux catégories, mais le LMDH n'existait pas. Le LMDH est arrivé après. Les premières voitures LMDH, c'était 2022-2023, alors que nous, en 2021, on a roulé avec une LMH. Oui. Et est-ce que, au début de la catégorie hypercar, il y avait aussi Glickenhaus. Oui. Est-ce que c'était une concurrence, enfin une réelle concurrence, ou est-ce Alors, que c'était plus pour la forme? Sur les statistiques, sur les probabilités de gagner, la réponse elle est très très claire. Glickenhaus n'était pas vraiment un concurrent, tout simplement parce qu'il n'avait pas, je dirais, la puissance technologique pour développer rapidement une voiture fiable, même si ce qu'ils ont fait avec le budget disponible était remarquable. Podium Technologies, la compagnie d'ingénierie italienne qui a fait la Glickenhaus, a vraiment très bien joué. Par contre, donc, là où ils étaient quand même un concurrent, c'est que la balance de performance les mettait à notre niveau. Il y a même eu des courses où ils étaient plus vite que nous. On roulait 50 kg de plus, 30 chevaux de moins. Monza 2022, la Glickenhaus, s'il n'avait pas explosé un turbo, il gagnait. Mais globalement, c'était assez clair que Glickenhaus n'était pas capable d'être présent sur tout un championnat avec la fiabilité. Ce qui était réellement une concurrence très dangereuse, c'est Alpine. Et ça, on a essayé de l'expliquer chaque fois, mais on se heurtait à un problème de compréhension. Mais l'Alpine, en fait, dans ces années-là, était sur le papier, statistiquement, la favorite du monde. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient rouler une voiture qui était éprouvée, ils faisaient rouler une LMP1 non hybride, donc une voiture très simple, très performante. Ils avaient un potentiel de performance intrinsèque supérieur à notre voiture, donc ils pouvaient jouer avec la balance. La voiture était fiable, le team était bon, la voiture était très simple à opérer, parce qu'en fait ça compte quand on gère une course. Si la voiture est compliquée avec un système hybride, il y a plein de façons de faire des erreurs. Il y a beaucoup plus de risques de fiabilité déjà, et au niveau des systèmes, il peut toujours arriver quelque chose d'un petit peu surprenant. Donc sur le papier, l'Alpine était la favorite du monde, réellement. C'est comme ça que notre team abordait le Mans, en se disant, c'est eux qui ont toutes les cartes en main pour la performance, la balance de performance, la balance l'a donnée, la fiabilité, ils avaient a priori une fiabilité supérieure à nous parce qu'on développait une voiture totalement nouvelle, et en termes de complexité d'ingénierie en course, ils avaient une voiture très très simple à gérer. Donc la vraie compétition à l'époque, c'était Alpine.
Et comment avez-vous géré l'arrivée massive de gros constructeurs tels que Ferrari, Porsche, Cadillac et tout d'abord Peugeot? Là, en surtout ne les sous-estimant pas, en faisant un lobbying fort des réglementations, parce que surtout Porsche et Ferrari sont arrivés avec d'énormes budgets supérieurs aux nôtres, et on l'a vu tout de suite, parce qu'ils ont demandé à avoir des capacités d'essai monstrueuses. Enfin, nous, on fait, chaque année, on fait 10-12 jours d'essai. Ils en ont fait plus de 50. Donc on ne parle pas de faire 20% de plus d'essais, on parle de faire 4 fois le landais. Donc quand on a vu ça, on a fait un lobbying pour qu'il y ait une limitation du nombre d'essais. Et ça a plus ou moins marché, on est resté quand même sur des essais illimités la première année, donc Ferrari et Porsche ont fait des essais illimités, et c'est seulement maintenant que se met en place une limitation d'essais où tout le monde va converger vers à peu près les mêmes nombres. Mais voilà, donc comment on prépare l'arrivée d'une concurrence forte? On essaye d'analyser leurs points forts. Les points forts de Ferrari et Porsche, c'est clairement leur budget. Donc on fait un lobbying des réglementations pour que la réglementation contraigne un petit peu les domaines où un concurrent pourrait acheter de la performance. Parce que quand on teste, on achète de la performance à un moment donné. Plus on roule, plus on développe la voiture. Et puis, par ailleurs, on savait très bien que il fallait faire de notre mieux au niveau du développement de la voiture, donc on n'a pas arrêté le développement de la voiture, et on a continué à progresser partout où il était possible. Et est-ce que le niveau, du coup, la saison dernière, en 2023, était beaucoup plus élevé par rapport à 2022 où il y avait... En fait, non. Statistiquement, là, quand je dis statistiquement, c'est l'ensemble des probabilités qu'un team met en place avant une course. Après, la course, elle se déroule et les probabilités ne sont pas toujours respectées, mais statistiquement, quand même, statistiquement, on avait une meilleure chance de gagner Le Mans l'année dernière que les années précédentes face à Alpine. 21-22, sur le papier, Alpine était le favori. L'année dernière, nous étions le favori. Oui, à part avec la balance de performance alors voilà, qu'il y a eu. On était les favoris en supposant que le règlement soit appliqué correctement. Mais comme l'année dernière, l'histoire est absolument incroyable. Oui, donc ce qui est arrivé en 2023 en termes de réglementation est absolument incroyable. Pour trouver une analogie dans un autre domaine sportif, ce qui nous est arrivé, c'est exactement comme si en 2018, alors je vais donner un exemple qui parle pas forcément aux Belges, mais en finale de la Coupe du Monde, on a l'équipe de France et la Croatie, et on dit à l'équipe de France, vous êtes quand même un peu trop fort, vous allez jouer à 10. Ce qui nous est arrivé, c'est exactement ça. Il y a un règlement qui, avant Le Mans, a changé parce qu'on nous a dit, à Toyota, vous êtes quand même trop fort, ça va pas être rigolo Le Mans, vous allez partir, donc on vous pénalise avant Le Mans. Et c'est exactement ce qui est arrivé, quelque chose de complètement incroyable. Et là où la CO et la FIA n'ont pas eu de chance, c'est que malheureusement l'ajustement fait est ce qui explique notre défaite. Parce qu'en fait, beaucoup de choses auraient pu se passer. En fait, ce qu'ils espéraient, je ne pense pas qu'ils ont voulu nous faire perdre Le Mans. Ils voulaient juste qu'il y ait un peu plus de bagarre. Et de toute façon, les autres vont être fiables, les autres... Ils pensaient quand même qu'on allait gagner au final. Ils ne voulaient pas nous faire perdre, ils voulaient juste qu'il y ait plus d'animation. Le problème, c'est que la Ferrari 51 n'a pas eu de problème de fiabilité, donc ça, bravo. Elle a eu une chance extraordinaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle était dans le bac à gravier, dans une chicane, et chose incroyable, les marshals l'ont remis sur la piste dans le même tour. C'est-à-dire que la Ferrari 51 était dans le bac à gravier à la chicane Michelin. La même chose est arrivée à la Peugeot elle a perdu 3 tours. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé, les marshals ont remis la voiture sur la piste tout de suite. Ils n'ont pas perdu un tour. Et comme il y a eu un safety car juste après, ils sont revenus sur les leaders. Donc ils ont eu une chance incroyable. Et au final, on perd avec 1 minute 20. L'ajustement de balance de performance nous coûtait sur la course 2 minutes 30. C'est-à-dire mathématiquement, le changement de balance de performance vous a fait perdre Le Mans. Il aurait pu se passer plein d'autres choses, mais pas de chance pour SCO et FIA, parce que ça a été un scandale. Ouais. L'ajustement fait de 13 kg par rapport à Ferrari est ce qui nous fait perdre Le Mans. Donc ça a été vraiment très très dur, mais on s'est vengé après, puisqu'on a gagné toutes les autres courses en faisant des doublés à Fuji, à Bahreïn, et en allant battre Ferrari à Monza chez eux. Donc on s'est vengé après, mais Le Mans a été... La défaite au Mans due à un changement
indus de réglementation étaient très très difficiles à accepter. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes fier de la saison réalisée par Toyota la saison dernière est une saison extraordinaire. Enfin, être face à Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot, et on a gagné 6 courses sur 7 et on a fait 4 doublés. Donc en fait, c'était une domination complète, alors qu'en fait, en performance, on était censé être aligné avec eux. Mais on trouvait toujours un petit quelque chose pour être un petit peu plus vite. Mais voilà, on a fait 4 doublés, et encore les doublés qu'on rate, c'est Portimao, alors qu'on domine complètement, et on a un problème de capteur FIA sur la voiture 7. Donc on aurait fait un doublé aussi à Portimao. Et à Monza, Buemi fait une bêtise en début de course et tape sort une GT sans que la voiture soit abîmée, mais il a eu une pénalité. Je dirais qu'on aurait presque pu faire 6 doublés sur cette course. Donc on est effectivement très très content de la saison dernière, même si on a raté le centenaire du Mans qui était un objectif. Ouais. Et d'ailleurs, je vais revenir à une question que j'ai oublié de poser, mais quels sont les plus gros défis suite à l'arrivée, par exemple, des carburants synthétiques qu'il y a maintenant dans Alors, tous les réservoirs les carburants oui. synthétiques, ça a un côté extrêmement favorable, c'est qu'on peut presque parler de plug and play. C'est-à-dire, en fait, on peut presque dire on prend un carburant synthétique, on le met dans la voiture, ça fonctionne. C'est pas tout à fait comme ça. En fait, surtout sur un moteur de course, il faut faire ce qu'on appelle la calibration. C'est-à-dire, en fait, il faut mettre le moteur sur un banc et il faut revoir un certain nombre de paramètres du moteur, mais on parle de quelques jours de travail et pas quelques semaines, pas quelques mois. Donc ça, c'est la grande vertu des biocarburants et des carburants de synthèse, c'est que les ressources à mettre en place pour les rendre utilisables sont très faibles. Et ça, c'est valable également pour les voitures de série. Donc, dans le cadre de la décarbonisation nécessaire du transport, ça paraît extraordinaire, puisqu'en fait, on prend les voitures qui existent et on met un fuel décarboné. Le problème, ou les problèmes, il y en a deux. Le problème, c'est que ces carburants restent très chers à produire, très très chers à produire, parce qu'en fait, il faut, pour les carburants, surtout les carburants de synthèse, il faut d'abord produire de l'hydrogène. En fait, on part, actuellement, quel est le schéma de production? On part d'hydrogène, d'électricité, qui doit être, si on veut décarboner, de l'hydrogène verte, c'est-à-dire produite par éolienne ou énergie solaire. Avec cette énergie verte, on fait de l'hydrogène. Donc déjà, là, il y a une perte d'efficacité. Je crois qu'on perd à peu près dans les 20-22%. Et après, à partir de l'hydrogène, on fabrique ces carburants. Et là, il y a à nouveau une perte d'efficacité. Donc, dans la chaîne de production, on perd beaucoup d'efficacité énergétique. Et surtout, ces processus-là sont encore très chers et sont difficiles actuellement. Le motorsport qui est entièrement passé quasiment au fuel de synthèse, les compagnies pétrolières ont du mal à produire pour le motorsport. Alors on imagine pour la voiture de tout le monde. Donc voilà, ces carburants de synthèse sont une solution intéressante pour la décarbonisation, mais ils sont encore, avec la technologie de production actuelle, très très chers. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire c'est la solution pour l'avenir. Après, bon, quand la voiture utilise des carburants de synthèse, elle rejette du CO2 aussi, mais la production des carburants a absorbé du CO2. Donc si on regarde l'ensemble de la chaîne, on est ce qu'on appelle carbone neutral, c'est-à-dire en fait, on a une balance zéro à peu près. La voiture produit du CO2, mais la production des fuels de synthèse capture du CO2. Il faut capturer du CO2 dans l'atmosphère pour produire le fuel. Donc voilà, c'est une des voies de l'avenir, mais malheureusement, elle nécessite des progrès technologiques très très forts pour rendre la production possible à grande échelle et à coût raisonnable. Oui. Et auriez-vous préféré faire doubler au Mans, en plus lors du centenaire l'année dernière, ou comme vous avez fait, gagner le championnat constructeur et pilote? Alors d'un point de vue purement marketing, je pense qu'il valait mieux faire un doublé au Mans. Mais voilà, d'un point de vue, je dirais, résultat sportif, qui s'adresse aux gens qui comprennent un petit peu la course, la saison que l'on a eue démontre notre supériorité. Donc l'idéal, c'était les deux, en fait. C'était de gagner le Mans et la saison. Et Je dirais, nous, en tant que sportif,
honnêtement, la victoire de Ferrari au Mans, c'est essentiellement de la chance et une aide de la réglementation. Donc, un team, il ne peut pas être fier de ça. Il peut dire, voilà, j'ai été chanceux, j'ai été aidé. On ne peut pas être fier de ça. Alors que je pense qu'on peut être fier de notre saison. Ouais. Comment voyez-vous la saison 2024? Car vous ne pouvez plus vraiment faire d'amélioration de performance sur la voiture en tant que tenant du titre du championnat du monde d'endurance, mais que les autres teams peuvent faire des améliorations, mais que vous pouvez encore faire des améliorations en termes de fiabilité, si je ne dis pas de bêtises, plutôt. Voilà, c'est ça. Oui. Et l'arrivée de constructeurs supplémentaires tels que Alpine, BMW, Lamborghini et Isotta Franschini. Alors, la saison 2024 va être plus difficile pour beaucoup de raisons. Alors, les dangereux ne sont pas les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants vont mettre du temps, sans doute, à être vraiment une menace. Donc, Alpine, Lamborghini, Isotta, ils vont prendre un petit peu de temps pour régler les problèmes de fiabilité. Voilà. Donc, les constructeurs dangereux sont ceux qui ont mis en place une cavalerie lourde. Donc, c'est bien sûr Ferrari, c'est bien sûr Porsche, BMW aussi, qui commence à montrer des signes de performance. Cadillac, ils sont un ton en dessous, ce qui semble. Donc les vraiment dangereux, c'est Porsche et Ferrari. Et là, effectivement, en tant qu'ayant dominé la première saison, la balance de performance a fait son œuvre. Et la saison 2024 va être difficile. Et c'est sûr. que pensez-vous de l'évolution de la 9X8 avec cette apparition de l'aileron qui disait qu'ils n'en avaient pas besoin Alors ça, c'est une histoire en soi. Peugeot a commis, on peut dire, une erreur qu'il faut éviter de commettre en sport auto, c'est de sous-estimer le niveau de ce qu'il va falloir faire. Dire Peugeot a considéré que, compte tenu de la réglementation en place, qui donnait une fenêtre aéro relativement facile à atteindre, qu'on pouvait faire n'importe quoi, et qu'on pouvait arriver avec un exercice de style. Et en fait, comme souvent en sport auto, le diable est dans les détails, et même si la fenêtre aéro donne des limites à l'efficacité pure, il y avait beaucoup de choses à faire sur ce qu'on appelle les seconds ordres. C'est-à-dire, en fait, comment je peux donner un exemple relativement... on est limité à une efficacité aéro de 4. Si on ne travaille pas très bien, on va prendre la voiture en ligne droite, et en ligne droite, elle va avoir une efficacité de 4. Et puis dès qu'on freine, dès qu'on prend un virage et que la voiture prend du roulis, l'efficacité chute à 2,5. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait nous? On s'est dit, notre voiture, elle va être à 4 partout. Donc on a développé la voiture, parce que ce n'était pas si facile que ça, pour qu'elle soit à 4 en ligne droite, à 4 au freinage et à 4 en virage. Et en fait, on avait, en faisant ce genre de développement, sur toute la gamme d'utilisation de la voiture, on avait un niveau d'aéro. Alors que Peugeot, ils ont fait une voiture qui était à 4 en ligne droite, et dès qu'il y avait une bosse, dès qu'il y avait un virage, ils chutaient en efficacité. Et ils le savaient, mais le problème, c'est qu'ils étaient complètement pris dans une démarche marketing où ils avaient dépensé plus d'argent en marketing qu'en aéro, où ils avaient dit fantastique, on innove. C'est dur quand on est un ingénieur du sport automobile de voir un concurrent qui cherche à faire passer les autres pour des idiots en disant nous innovons, nous faisons une voiture sans aileron. C'était une idiotie aérodynamique. C'était vraiment quelque chose d'évident parce qu'en fait, un aileron, il n'y a pas plus constant et efficace en aéro. Quand on met un aileron, on a une charge aéro qui est là tout le temps, qui est pas piégeuse pour le pilote. Quand on enlève l'aileron et qu'on fait tout avec le fond plat, en fait, on rend la voiture hypersensible. Dès qu'on va à Sebring et qu'il y a des bosses, qu'il faut relever la voiture, elle n'a plus d'aéro. Dès que la voiture prend du tangage au freinage, le diffuseur stall, le diffuseur décroche. Enfin, on se fait une voiture qui est complètement instable et que le pilote a un mal fou à conduire. Tout le monde le sait, ça. Et de voir un constructeur qui se vante dans la presse d'innover par rapport aux autres qui font du classique, c'était assez frustrant. Et ils ont fait ce qu'au final, ils étaient obligés de faire, parce qu'en fait, ça n'allait pas. Alors le problème maintenant, c'est qu'effectivement, ils se retrouvent avec une balance de performance qui les aide moins que l'année dernière. Donc au final, ils ont même plus de difficultés avec une voiture qui maintenant est bien meilleure. Oui. Mais ils sont rentrés dans une balance de performance qui les aidait à outrance l'année dernière et qui les aide plus maintenant parce qu'ils sont tout à fait comparables aux autres. Donc voilà.
Ouais, d'ailleurs, on a vu que Ferrari au Qatar a un peu essayé de copier Peugeot avec, avec l'aileron qui s'est enlevé pendant la Ah course. oui, oui, mais ça marche moins bien. Ça Ça marche marche moins bien. directement moins bien. Euh, Comment voyez-vous l'avenir du WEC? Ah ben, l'avenir du WEC, c'est relativement simple, c'est l'hydrogène. En fait, le promoteur du Mans a eu une vision extrêmement, je dirais, clairvoyante et vertueuse déjà en 2018. Le Mans s'est dit, le Mans doit développer de la technologie qui est pertinente pour la voiture et la mobilité au sens large. Et ils ont décidé de mettre en place un programme hydrogène déjà en 2018. Et ce programme est en train de se développer. Donc Toyota est le partenaire principal de l'ACO sur ce programme. Le but est de faire que les premières voitures à hydrogène courent au Mans en 2028. Et l'objectif, c'est qu'à partir de 2030, peut-être 31, toutes les voitures qui courent au Mans soient en hydrogène. Pour aller vers la décarbonisation, sachant que, en revenant à ce qu'on disait tout à l'heure, les fuels de synthèse, on n'est pas sûr que ce soit la solution globale. Le Mans est déjà en fuel de synthèse. Depuis 2022, les voitures d'hypercar roulent en fuel de synthèse, donc ça c'est fait, il n'y a plus rien. L'étape d'après était d'amener l'hydrogène en course. Et vous pensez quelle sera la motorisation du futur? Alors, nous, Toyota, on développe le moteur à combustion hydrogène. L'autre technologie possible que Toyota connaît très très bien, puisque Toyota en a été le précurseur avec la Mirai, c'est ce qu'on appelle la fuel cell. Le problème de la fuel cell, c'est que quand on fait l'étude d'une voiture de course, on arrive assez vite à conclure que la technologie fuel cell est moins performante que le moteur à combustion. Parce que c'est plus lourd, beaucoup plus lourd à isopuissance, et ça demande beaucoup plus de refroidissement à isopuissance. Donc quand on veut faire une voiture de course qui aligne les meilleurs paramètres de performance possibles et qu'on veut la faire fonctionner avec comme source d'énergie l'hydrogène, le moteur à combustion est une meilleure solution. Donc Toyota prépare une voiture pour Le Mans avec un moteur à combustion hydrogène. Donc ça, c'est l'avenir du Mans. Donc l'avenir du thermique serait Alors, bien dans le l'autre futur. vertu du moteur à combustion hydrogène, c'est qu'il donne un futur au moteur à combustion qui actuellement, le futur du moteur à combustion est en risque, puisque la communauté européenne a décidé pour l'instant qu'à partir de 35, il ne devrait plus y avoir de moteur à combustion, ce qui est une erreur, mais c'est presque compréhensible parce que les politiques sont toujours en retard sur le développement technologique et prennent des décisions qui sont souvent, enfin qui ne sont pas toujours en phase avec l'état de la recherche. Un des objectifs justement de développer actuellement des moteurs à combustion hydrogène, c'est de faire que, quand il y aura suffisamment d'évidence technologique en place, que la réglementation de 2035 soit revue. Et d'ailleurs, elle va sans doute être revue, parce que ça ne fait pas de sens actuellement d'interdire les moteurs à combustion quand il est possible de les faire fonctionner avec un carburant vert. Et les moteurs à hydrogène à combustion, est-ce qu'on peut utiliser par exemple de l'hydrogène dans les voitures déjà actuelles ou c'était vraiment une motorisation nouvelle? Il est possible de convertir des moteurs actuels. Ce n'est pas la solution optimale, mais il est possible de les convertir. Il faut essentiellement changer le système d'alimentation, les injecteurs. La performance n'est pas maximale. Les bons moteurs à hydrogène seront des moteurs conçus spécialement pour l'hydrogène. Ok. Bah, ici, j'ai posé toutes mes questions. Déjà, tout grand merci à vous. Non, j'ai une dernière petite question qui me vient à l'esprit. Parce qu'ici, on est à la veille des premiers essais à Spa pour le Wake, pour les 6 heures, qui a pour habitude d'être la répétition générale avant le Mans. Comment on prépare cette course? Est-ce qu'on la prépare dans l'optique de se dire on va gagner cette course, enfin en voyant juste cette course-là d'abord en tête, puis après le Mans c'est une autre chose? Ou est-ce qu'on se dit on va préparer le Mans ici à Spa, à un circuit qui ressemble un peu au Mans avec de longues lignes droites, etc. Comment on prépare ça? Alors, je ne suis plus directement impliqué dans le WEC, puisque maintenant je m'occupe de la stratégie globale de Toyota, mais je suis à peu près sûr que la course va être préparée comme elle l'a été l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va toujours à une course pour la gagner.
Alors après, c'est sûr qu'il ne faut pas faire des choses qui pénaliseraient trop la balance de performance du Mans, mais globalement, quand Team Toyota va sur une course, c'est pour la gagner. Et après, on ne peut pas, je dirais, rouler à Spa des réglages Le Mans s'ils sont pas pertinents pour Spa. Donc non, la voiture va être développée pour Spa. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de similitudes entre Spa et Le Mans qui fait que ce qu'on pourra trouver sur Spa peut être utilisé au Mans, mais la voiture, elle va être optimisée pour Spa. Mais il se trouve que Spa est une bonne répétition du Mans. L'année dernière, d'ailleurs, on avait vu beaucoup de paramètres communs, je dirais, entre la course de Spa en hypercar et le Mans. Donc oui, le Spa va servir à préparer le Mans, mais non, il va rien, la préparation de Spa ne va pas être pénalisée pour être trop proche de ce qui sera fait au Mans. Et j'avais une dernière question un peu, là c'est un peu plus personnel de moi, c'est est-ce qu'il y a une grosse différence entre un réglage de course Oui. et un réglage plutôt typé qualification où sur retour il faut être le plus rapide pour avoir la pole? Alors, là, il y a différentes approches. En général, chez Toyota, on ne fait jamais de setup de qualif, tout simplement parce qu'il n'y a quand même pas énormément de séances d'essai. Et si on commence à faire un setup de qualif, on y passe du temps. Après, il faut revenir à un setup de course. Et en termes de processus de mise au point du week-end, on perd beaucoup de temps. Donc, nous, ce qu'on a fait en général, c'est de toujours travailler la course. Et pour la qualif, on essaye de faire des choses simples comme les pressions de pneus, mais on n'optimise pas la qualif. La qualif pour une course d'endurance, c'est quand même un exercice assez vain. Voilà. Ça fait plaisir au team d'être en pole, mais ça ne sert à rien pour la course. Donc stratégiquement, on développe toujours la voiture pour la course et on fait un minimum pour la qualif. Et est-ce que les courses d'endurance maintenant sont réellement des courses d'endurance ou c'est devenu des sprints, par exemple au 24 heures du Mans, un sprint de 24 Alors, heures ce sont des sprints, on n'est plus du tout. Alors ça a changé déjà il y a quand même un grand moment. Dans le passé du Mans, quand on regarde un petit peu les teams avaient vraiment une stratégie de course. Et ils disaient à une voiture, toi, bon, voilà, on peut faire tel temps autour, tu vas rouler 4 secondes moins vite. Ça, c'était des stratégies du Mans et qui étaient considérées comme malignes à l'époque. Hein. C'est-à-dire, ah oui, ils ont été intelligents. Maintenant, c'est plus du tout ça. Les courses de 6 heures, de 8 heures, de 10 heures ou de 24 heures, ce sont des sprints. C'est-à-dire, la voiture, elle est développée pour être fiable au niveau maxi de puissance. Et le Mans est un sprint de 24 heures. Le Mans le plus rapide de l'histoire, c'est le Mans 2018. On fait un doublé, la voiture de tête, c'est le Mans le plus rapide de l'histoire. C'est un sprint du début à la fin, sans aucun problème, mais il n'y avait pas une marge de performance laissée. Le moteur était au maxi de ce qu'il pouvait faire. Le Mans, maintenant, c'est un sprint. Et quelle est la victoire qui vous a marqué le plus, que ce soit en wake ou en FA que vous avez eu Mais j'ai vraiment du mal à en isoler une, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs victoires extraordinaires et pour des raisons différentes. Je suis obligé de citer le Mans 2018 parce que c'est la première victoire au Mans après une série d'histoires incroyables et donc ça a été une libération. Mais il y a un autre Le Mans qui a été complètement extraordinaire et ça s'est pas beaucoup vu, c'est la victoire 2021 où en fait nos deux voitures auraient pu abandonner à 7 heures du matin parce qu'on a développé un problème d'alimentation en essence qui aurait pu être terminal en 30 minutes. Et le team a été extraordinaire. On a fait ce qu'on appelle des brainstorming. C'est-à-dire on avait une partie du team qui gérait les voitures parce qu'elles roulaient, et une autre partie du team qui a fait un brainstorming pour essayer de régler le problème. Et donc, je vais essayer de le décrire rapidement. Le problème qui se produisait était extrêmement complexe. On avait un problème, et on a mis longtemps à le comprendre. Il y avait un problème de prise d'air au réservoir. Le réservoir, à chaque relais, donc c'est une poche, au lieu de rester en place, comme il y avait un problème de prise d'air, il se comprimait. Et quand on remplissait le réservoir, et à force de se comprimer, le revêtement intérieur du réservoir se désagrégeait et allait bloquer le filtre des pompes à carburant. Ça, on a compris ça, mais longtemps après, on disait, mais d'où vient cette poussière? Il a fallu mettre des caméras pour voir et pour au final trouver qu'on avait un problème
de prise d'air à cause de l'endroit où on avait mis la prise d'air. Enfin, c'était très compliqué. Mais donc, ce qui se passait, c'est que le réservoir générait se désagrégeait et ça allait bloquer le filtre de la pompe à essence et le moteur, il y avait des ratés, enfin ça commençait par avoir des ratés. Et on s'est rendu compte que quand la voiture s'arrêtait au stand pour refueler, il y avait quelques tours où ça remarchait. Et puis après, ça recommençait. Et on s'est dit, mais quand on arrête la pompe, en fait, il y a un flux, quand on arrête la pompe, il y a un flux dans la direction opposée qui en fait qui décollait des particules et qui libérait le filtre. Donc on s'est dit, ben, si quand on s'arrête au stand, on améliore la situation, quand on arrête la pompe, on améliore la situation, il faut qu'on arrive à arrêter la pompe pendant le roulage. Et c'est là qu'il y a eu l'idée assez folle d'arrêter la pompe pendant les freinages. Et alors, quand on a un truc comme ça, en général, on en parle à Buemi, qui est un pilote qui est extraordinaire. Et on a dit à Seb Buemi avant son relais, écoute, tu vas essayer dans un grand freinage, tu vas arrêter la pompe. Et arrêter la pompe, c'était pas un interrupteur. Il fallait aller sur on a des molettes là sur le volant, et il fallait faire DD73. C'est-à-dire, en fait, il fallait faire un code défaut qui nécessitait de taper pendant quelques dixièmes de seconde. Mais il a fait ça pendant le freinage, et on s'est rendu compte que ça y est, hop, la pompe, elle repartait, parce que l'arrêt de la pompe secouait un petit peu la colonne d'essence et redécollait le filtre. Donc il nous dit, ouais, ça marche. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, l'histoire est longue, mais tous les pilotes, pendant des heures, donc on parle de 7 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, aux 6 freinages du Mans, ils coupaient les pompes pour agiter et c'est comme ça qu'on a gagné le Mans, avec des pilotes qui ont fait des trucs incroyables pendant des heures entières. Ah oui, donc ça, c'est une histoire qui n'a pas... On l'a racontée, mais je crois que pas beaucoup de gens qui ont compris à quel point c'était exceptionnel, en live, de trouver la raison du problème, de la mettre en place d'une manière complètement incroyable, et d'avoir des pilotes qui ont réussi à garder un rythme, parce qu'en fait le rythme est resté en arrêtant la pompe à essence dans tous les freinages et en la remettant en route. Ah oui, c'est incroyable ça, je ne connaissais pas du tout. On a trouvé il y a eu une deuxième idée, qui était d'augmenter le flux en fait, des pompes, mais il fallait changer la logique de commande. Et on a des responsables, des ingénieurs système qui ont développé pendant la course un nouveau système de commande des pompes et qui l'ont validé à Cologne sur des simulateurs. Parce qu'on a des simulateurs d'un peu toutes les parties de la voiture à Cologne. On avait un simulateur du système d'alimentation d'essence. Donc ils ont développé un nouveau code. Ils l'ont validé sur le système de Cologne et on l'a injecté dans les voitures à 4 heures de l'arrivée et ça nous a permis de faire de tenir un petit peu plus longtemps. Donc c'est une histoire, mais en termes d'ingénierie de course, extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas eu d'équivalent dans l'histoire du Mans d'une telle activité de tous les membres de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe qui faisait le brainstorming, les performance engineers qui ont mis en place ce qu'il fallait mettre en place dans les voitures et les pilotes qui ont fait des relais entiers en arrêtant les pompes à essence pendant les freinages. Et donc ce Mans 21 où on fait un doublé, pour moi ça reste un souvenir complètement extraordinaire. Ah oui, ça je veux bien le croire, ça doit être incroyable. Et puis après, la troisième victoire que je citerai, c'est Sebring l'année dernière. Parce qu'en fait, on a eu très peur à Sebring. Donc c'était la nouvelle catégorie, Porsche qui arrive, Ferrari qui arrive, nous qui sommes les favoris. Et qualif à Sebring, on est battu par Ferrari. Et là, on se dit, mais waouh, on est vraiment comme... Enfin, on s'est dit, mais on est nuls. Donc on a eu très peur pour la qualif. Et puis après, en course, on a vu en fait que la qualif n'était pas représentative, qu'il s'était passé quelque chose. Alors Foucault est excellent. Ferrari, ils ont un bon pilote sur 6, les autres sont, on va dire, moyens. Foucault est extraordinaire et Foucault a fait un tour à Ferrari, à Sebring incroyable. Et en course, on a vu que la logique était respectée. Très très vite, nos voitures sont parties. On faisait 2 relais alors que Ferrari essayait de faire 2 relais, ils n'ont pas réussi à faire 2 relais. Ils ont fait une bêtise de stratégie, on a fait un doublé avec une avance extraordinaire. Donc la victoire de Sebring a été un énorme soulagement après s'être vraiment vu comme des idiots après la qualif en se disant mais c'est pas possible, Ferrari arrive, ils nous battent, ils peuvent nous battre, c'est pas possible. Donc Sebring est un souvenir très très fort parce que voilà, les choses reprenaient une logique qui nous était favorable. Et dernière petite question,
Est-ce que vous pensez que dans un futur plus ou moins proche, il y aurait des femmes qui vont arriver au plus haut niveau du sport automobile, tels que la F1, le WEC, le WRC ou même le GT? Alors, il y a beaucoup d'efforts faits par presque quasiment tous les acteurs du sport auto pour amener les femmes au sport auto. Donc là, vraiment, c'est une volonté. Côté Toyota, donc j'étais au Mont Fuji le week-end dernier, j'ai rencontré la personne qui est en charge ça s'appelle Toyota Driver Development Program, qui est un ancien pilote qui s'appelle Sekiya, qui a gagné le Mans en 95, et qui m'a dit donc que son objectif principal actuellement, c'était d'amener des femmes au sport automobile. Alors après, il y a plein de façons de le faire. Une des solutions pour l'avenir, parce qu'en fait, tout en voulant, je dirais, ouvrir toutes les possibilités à tout le monde, on ne peut pas se cacher qu'il y a des critères physiologiques qui font que, dans beaucoup de cas, une femme va malheureusement être moins performante qu'un homme parce que quand il y a besoin d'une force physique un petit peu Enfin bref, on ne pourra pas obtenir l'égalité de performance. Donc, une des solutions qui est envisagée, c'est par exemple dans l'avenir d'imposer que sur une équipe de pilotes de 3, il y ait une femme. Et après, ben voilà, on pourrait imaginer qu'au Mans, à partir de dans quelques années, il y a 3 pilotes, ben, sur les 3, il doit y avoir une femme. Et ça, ce serait un moyen de donner des baquets à des femmes au plus haut niveau. Ce serait vraiment parfait. Il y a une série qui fait ça actuellement, qui s'appelle Extreme E. C'est une série donc de voitures électriques qui font des courses dans le désert, où là, toutes les voitures ont une équipe de 2, et là, il est obligatoire d'avoir un homme et une femme. Et ça marche très bien. Donc ça, c'est une des façons de gérer sportivement, de donner une place aux femmes en sport automobile. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'une catégorie comme la Formule 1 Academy, qui est réservée exclusivement aux femmes, est une bonne idée ou... Mais, déjà, il faut donner la possibilité à des femmes qui sont passionnées de sport automobile de se développer et d'apprendre. Après, la question, c'est est-ce qu'on fait des catégories spéciales pour les femmes? Pourquoi pas? Ben, je dirais aux Jeux Olympiques, on n'imaginerait jamais de faire une catégorie d'athlétisme femmes et hommes. On n'imaginerait pas, parce qu'encore une fois, il y a des critères physiologiques qui sont inévitables. Donc, on fait une catégorie homme, une catégorie femme. Ben, le sport automobile peut choisir. On pourrait imaginer d'avoir une F1 homme, une F1 femme. Le problème, c'est que ce n'est pas qu'un sport, c'est aussi un spectacle. Est-ce qu'il y a de la place en termes de spectacle pour une Formule 1 femme, une Formule 1 homme? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que si on veut vraiment partager le sport automobile entre les hommes et les femmes, une façon de le faire, et dans les sports d'endurance, donc ça, la F1 s'y prête moins, c'est de faire en sorte que les équipages doivent prendre une femme. Ça me paraît être une des bonnes idées pour l'avenir, pour associer les femmes au sport automobile. Merci, Monsieur Vasselon, pour votre temps et votre passion aussi, et d'avoir répondu à toutes mes questions. Bien, merci à vous. C'est toujours très sympathique de rencontrer des jeunes qui s'intéressent au sport auto parce que ça peut devenir rare. Mais l'objectif de Toyota dans les années à venir, ça va vraiment être de redonner au sport auto une position centrale dans le développement de technologie. C'est que pour survivre, le sport automobile doit devenir utile à la société. Si le sport automobile n'est qu'une activité de fanatiques qui brûlent du fioul et de la gomme, ça ne va pas durer longtemps dans le contexte actuel. Donc la volonté de Toyota est en fait de vraiment rendre le sport automobile vertueux et utile à la société en développant des technologies qui vont faire progresser la décarbonisation. Et on a besoin de jeunes pour ça, donc voilà, j'étais très content de faire ce podcast. On appelle ça podcast parce que moi je ne suis pas du tout... Oh, podcast, interview... Je n'ai aucun profil sur aucun réseau social. Donc je suis absent des réseaux sociaux, alors pour une raison très simple, c'est-à-dire étant un personnage public du sport auto, dès qu'on est sur les réseaux sociaux, on se fait assassiner, et je voulais me protéger, et donc j'ai jamais eu de profil sur Facebook ou sur Twitter, sur X, absent, complètement absent. Ça va. En tout cas, un très grand merci, et on espère vous voir très vite, que ce soit à Spa. Ah ben là, je visite actuellement toutes les formes de sport automobile existantes pour justement définir une trajectoire au moins pour Toyota, pour le sport automobile de l'avenir. Ça va.
En tout cas, Merci très à grand toi, merci. David.